L'Assemblée va écouter une allocution de Son Excellence Gordana Siljankova-Davkova, présidente de la République de Macédoine du Nord. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs, Excellences, ceux qui connaissent l'histoire de la Macédoine savent que nous allons de Caribe en Scylla. En tant que membres des républiques yougoslaves, nous avons participé à la création des Nations unies. Pourtant, jusqu'à notre admission à l'ONU en 1993, nous avons souffert d'une injustice et nous souffrons toujours d'une injustice. Nous avons été admis au sein de l'organisation sous le titre d'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec comme condition additionnelle de négocier une solution finale quant à notre titre. L'accord de Prespa a été signé et ratifié en 2018 à la suite d'un référendum et de modifications constitutionnelles. Nous sommes donc devenus la République de Macédoine du Nord. En tant que professeur de droit constitutionnel et ancienne membre de la Commission de Venise, je sais que ce qui est légal n'est pas toujours légitime ou juste, parce que dans le cas de mon pays, la décision n'était pas conforme au droit international et au droit national, à savoir conforme au droit à l'autodétermination tel que consacré par la Charte de l'ONU et la Constitution de la Yougoslavie fédérale de 1974, quant à elle, a été oubliée. La frontière qui sépare ce qui est légal de ce qui est juste est ténue. C'est parfois une faille, mais parfois c'est un gouffre, voire un abysse. Ce gouffre, cet abysse, frappe souvent les plus petites nations, les plus petits États, qui sont les premières victimes de la confrontation entre force et justice. Il peut s'agir là d'un obstacle insurmontable pour réaliser le droit au progrès. Ce nouveau nom est une réalité légale. Et mon pays, la République de Macédoine du Nord, est un membre responsable de l'ONU et de l'OTAN et s'acquitte donc de ses obligations internationales. Pourtant, notre adhésion à l'Union européenne, pour laquelle nous avons procédé à ces changements, ne s'est pas concrétisée. Nous nous heurtons à une nouvelle condition finale, à une nouvelle demande d'amendement constitutionnel, non pas pour adhérer à cette organisation, mais pour reprendre les négociations pour la deuxième fois. Pour nous, adhérer à l'Union européenne, après 20 ans de négociations et 16 rapports positifs de la Commission européenne, nous rappelle M. Godot, parce que nous attendons cette adhésion depuis 2005. Nous avons été encouragés par les représentants internationaux avec cette rengaine. Une nouvelle condition, une nouvelle concession, un nouvel amendement constitutionnel. C'est de cette façon que nous sommes devenus un État sui generis, avec 36 amendements constitutionnels adoptés en 30 ans, dans une région appelée les Balkans occidentaux. En tant que pays épris de paix, entretenant des relations de bon voisinage et garantissant la coopération régionale, nous comptons sur la coopération et la compréhension de nos voisins sans menace de veto. Car en cas de veto, il n'y a souvent pas de justice. Le veto s'est transformé en instrument de bilatéralisation de l'intégration européenne.
Cette impasse contre notre adhésion décourage nos citoyens, ralentit les réformes et déstabilise la région du sud-est de l'Europe, laissant la place à des influences malveillantes. L'adhésion doit aller de pair avec le critère de Copenhague lié à la méritocratie et doit être dépourvue de la menace de veto ou de la menace de faire montre de non-respect quant à l'identité nationale. S'agissant de nos partenaires européens, nous comptons sur la compréhension et sur des processus de négation justes. Nous voulons appeler au rejet du deux poids deux mesures, au respect des principes et valeurs consacrés par les documents constitutionnels. La réunification européenne sonne comme une symphonie inachevée sans nous. L'Union européenne, ce n'est pas un simple système politique, c'est aussi une philosophie politique. Philosophie en laquelle les citoyens macédoniens sont fermement convaincus. L'intégration de l'ensemble des Balkans à l'Union européenne pourra mettre fin à ce phénomène de balkanisation. Évidemment, les États des Balkans doivent respecter les normes européennes en coopérant à l'échelle de la région. Avec l'aide de la région, certains États ont pu rejoindre l'Union européenne. Il en va de même pour ceux qui sont sur la voie de l'adhésion. Nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres, comme cela a été le cas pendant la Covid, lors d'inondations ou d'incendies, plutôt que d'entraver notre adhésion européenne. L'homo balkanicus doit pouvoir devenir homo europicus. La frontière qui divise ce qui est juste de ce qui est légal est très ténue pour le cas de la Macédoine, mais aussi pour toutes les questions traitées à l'ONU, notamment pour ce qui est du débat général de cette année. Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Nous nous posons de grandes questions. Voici la première. Est-il possible de garantir la paix alors que nous sommes confrontés à tant de guerres et de violations flagrantes de la Charte des Nations Unies? Une paix juste est-elle possible dans un contexte de militarisation des politiques et de nouvelles courses aux armements? Est-il possible de garantir la dignité humaine dans un contexte de deux poids deux mesures, alors que toutes les vies ne sont pas égales et alors que les souffrances indicibles de victimes innocentes ne sont pas toujours prises en compte? Pouvons-nous parvenir au développement alors que nous sommes lancés dans une course au profit, alors que nous sacrifions le bien public sur l'autel d'intérêts restreints? Comment pouvons-nous garantir la justice sociale alors que les disparités économiques en matière d'éducation, de genre, se renforcent au sein des États et entre les États, alors que nous comptons de plus en plus de perdants à cause de la mondialisation et de la numérisation, alors que nous sombrons dans la décadence et la pauvreté? Comment garantir la justice intergénérationnelle alors que nous exploitons de façon débridée nos ressources limitées? Comment pouvons-nous créer un avenir pérenne pour nos descendants
Si nous poursuivons ces pratiques néfastes et ces habitudes consuméristes qui étouffent notre monde de pollution, de poison, de pesticides et de plastique. Alors que les niveaux de gaz à effet de serre sont effarants et ont des conséquences catastrophiques, pouvons-nous véritablement parler de responsabilité ou devrions-nous simplement penser à notre survie? Glavni problem je što site ovije nepravdi se sistemski. Le véritable problème, c'est la nature systémique de ces injustices. Si elles ne sont pas légales, elles sont tolérées. À nouveau, ce qui est légal n'est pas toujours juste et moral. Pourquoi donc? Dans le dialogue le plus connu sur le pouvoir et la justice, Thucydide nous rappelle que la justice est un mot qui dispose d'une valeur en matière de différend entre hommes lorsque les deux parties sont sur un pied d'égalité, lorsque le plus fort fait ce qu'il peut et le plus faible fait ce qu'il doit. Mais l'ONU existe pour trouver une solution à ce monde cruel de Thucydide, en créant l'égalité entre les nations et en protégeant les plus petites face aux plus grandes. Cette égalité légale est la condition sine qua non de l'existence de l'ONU et de la mise en œuvre de ses objectifs en matière de paix, de sécurité, de droits humains et de développement durable. L'ONU existe pour combler le gouffre, ou en tout cas réduire le gouffre qui existe entre ce qui est légal et ce qui est juste. Comment ce qui est légal peut devenir juste et comment ce qui est juste peut devenir légal? Mesdames et messieurs, il n'existe pas de solution simple à ce dilemme. Ici, dans cette auguste salle de l'Assemblée générale, voilà des années que les dirigeants du monde font part de leurs attentes et de leurs déceptions face aux Nations unies, en oscillant souvent entre deux extrêmes, un optimisme utopique d'une part et un pessimisme nihiliste d'autre part. La réalité est donc bel et bien complexe et comprend en elle des réussites et des échecs. L'ONU a pu éviter une nouvelle guerre mondiale, mais l'ONU n'est pas parvenue à prévenir les conflits régionaux, y compris la guerre en Ukraine et le bain de sang au Moyen-Orient, dont les scènes nous rappellent Guernica de Picasso. Notre organisation mondiale a sorti des millions de personnes de la pauvreté, mais ne parvient pas à éradiquer la faim. Grâce au droit à l'autodétermination, l'organisation a accéléré le processus de décolonisation, mais n'est pas parvenue à combler l'abysse qui sépare le Nord riche et le Sud pauvre. L'ONU est le centre pour le règlement des questions de sécurité, de migration, de santé, des questions environnementales, d'énergie et de climat. Malheureusement, la plupart de ces crises ne sont pas réglées complètement et justement. Les résolutions de l'Assemblée générale reflètent la volonté de la majorité des nations, mais ne sont pas toujours respectées. La Cour internationale de justice est l'instance judiciaire la plus importante existant entre États. Pourtant, ces jugements ne sont pas toujours mis en œuvre, voire considérés comme des conseils. Le monde traverse une époque turbulente de transformation géopolitique, économique, scientifique, technologique et industrielle. L'être humain a un impact majeur sur la planète.
Je crains que nous soyons en train de détruire notre jardin d'Éden et que nous n'en soyons chassés si nous ne pouvons pas compter sur l'appui de l'ONU. Mais les compétences, les structures et les procédures de l'Organisation des Nations Unies semblent avoir été figées dans le temps à l'époque de sa fondation en 1945. Au lieu d'une coopération accrue sur les questions urgentes, ce sont les rivalités géopolitiques et la nouvelle course aux armements qui prennent les devants. Nous approchons d'un monde ressemblant à celui de la Seconde Guerre mondiale, voire d'Orwell. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'ONU. Et pourtant, l'ONU n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers collègues, afin de surmonter ces difficultés, nous devons insuffler un nouvel élan de multilatéralisme qui pourrait mettre fin aux rivalités géopolitiques et renforcer la coopération et la confiance entre les États. Ce multilatéralisme s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier est celui du respect strict de la Charte des Nations Unies et du droit international. Autant d'éléments qui existent pour protéger les plus faibles face aux instincts prédateurs des plus forts. Dans ce contexte, l'État macédonien est convaincu que les velléités territoriales ou que toute tentative d'acquisition de territoire par la force constitue des violations flagrantes de la Charte de l'ONU. Lorsque l'on ne remet pas en question des précédents dangereux, il se transforme en pratique acceptée qui hypothèque la paix et la sécurité mondiale. C'est pourquoi nous appelons à des efforts en faveur d'une paix juste et pérenne en Ukraine, fondée sur le droit international, y compris la charte de l'ONU. À ce sujet, nous respectons pleinement la politique étrangère et sécuritaire commune de l'Union européenne. C'est essentiel pour nous. Et ce, parce que les guerres et les conflits influencent la paix et la stabilité du sud-est de l'Europe et des Balkans occidentaux. Le multilatéralisme dépend du respect des traités internationaux. En tant que pays entretenant des relations de bon voisinage et garantissant la coopération régionale, nous respectons les accords bilatéraux conclus avec nos voisins et nous comptons que nos voisins respectent ces accords sans abuser du droit de veto. Le deuxième pilier du multilatéralisme est celui de la mise en œuvre systématique des objectifs du développement durable et des accords de Paris, ainsi que du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Au niveau national, avec l'appui de l'ONU et de ses agences, nous intégrons le programme à l'horizon 2030 dans nos stratégies de développement à long terme, dans nos politiques et dans nos législations. Nous donnons la priorité à l'action climatique et à une transition juste et verte. Nous insistons sur l'égalité des sexes et la lutte contre la discrimination à l'encontre des femmes et des filles. Nous prônons la prise en compte des jeunes dans les processus de prise de décision. 2/3 des ODD sont étroitement liés à la législation européenne. L'ONU nous permet donc de mener à bien les réformes européennes. Et nous lui en sommes reconnaissants. Selon moi, le troisième pilier du multilatéralisme est celui d'un engagement plus fort en faveur de la réforme des Nations Unies. Une réforme de fond et non superficielle. Une réforme permettant d'exploiter le plein potentiel de l'organisation et de faire entendre la voix de chaque État, petit ou grand, sur un pied d'égalité. Les premières réformes devraient permettre à l'ONU d'être à la hauteur des nouveaux enjeux et des nouvelles priorités de développement. Les phénomènes climatiques extrêmes entraînés par les changements climatiques
ne sont qu'un prélude de l'avenir qui nous attend et de celui qui attend nos descendants si notre humanité ne change pas fondamentalement son attitude face à la planète. Nous devons établir un nouveau contrat social, comme le prônait Rousseau, et nous devons également conclure un nouveau contrat naturel, comme le prône Michel Serra. C'est sur la base de ce contrat, que nous traiterons la nature comme un partenaire. Les deuxièmes réformes porteraient sur les structures et procédures de l'Organisation des Nations Unies, en commençant par les règles de vote, les questions de financement et d'autonomie du secrétaire général. Comme je l'ai dit, en cas de veto, il n'y a souvent pas de justice. Il est indubitable que le droit de veto est légal. Mais est-il juste? Si ce veto est utilisé pour paralyser des processus indispensables pour concrétiser les buts de la charte et les attentes des peuples du monde, il est nécessaire de donner un rôle accru à l'Assemblée générale en matière de prise de décision. La légitimité du Conseil de sécurité émane de l'Assemblée générale. Ces organes doivent fonctionner comme coalition, comme gouvernement de coalition des nations. Le troisième volet de réforme permettrait de renforcer les mécanismes de l'ONU en matière de protection des pans vulnérables de nos populations. C'est particulièrement important alors que nous n'avons jamais recensé autant de victimes et de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'année prochaine, en 2025, nous célébrerons le 80e anniversaire de la création des Nations Unies. Cette année est notre dernière chance d'agir. L'ONU va devenir soit un vecteur de création d'un ordre mondial plus juste, fondé sur la gouvernance inclusive et responsable, ou sera réduite à une structure passive, bureaucratique, dépendant totalement des processus et relations géopolitiques. Seule une organisation des Nations Unies profondément réformée pourra combler le gouffre, l'abysse existant entre ce qui est légal et ce qui est juste, et donc contribuer à un monde transformé où personne ne serait laissé pour compte ou oublié. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la présidente de la République de Macédoine du Nord.